Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eduxim, la pédagogie version terrain, où on met en avant toutes les initiatives pédagogiques de nos clients, partenaires, qui permettent de faire avancer la pédagogie. Donc aujourd'hui, je reçois Roselyne et Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Gauthier. Et je suis aussi accompagné de Thomas, cofondateur d'Eduxim aussi. Salut Thomas. Hello, bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'IMSG? L'IMSG, c'est le produit de différentes expériences. Rosine, elle est issue du milieu universitaire. On s'est croisés en MBA. Moi, c'était l'inverse. Je venais de business school et je suis passé après à l'université. Et on a pu en fait mesurer un petit peu les atouts et les faiblesses de chacun des modèles. Et en observant nos enfants également, qui sont très souvent pour nous nos objets anthropologiques, hein, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on observe un peu comment ils réagissent. On s'est dit que, en fait, de plus en plus, c'était plutôt l'école qui était mal adaptée au monde que le monde mal adapté à l'école. Et on a tenté de faire une école dans laquelle on aurait voulu étudier, en fait. Une école où on se fasse plaisir à apprendre plutôt que d'être sous des contraintes et souvent à apprendre un certain nombre de choses pour lesquelles on ne voit pas tout le temps la portée, en fait. OK, et du coup, c'est vous êtes basé sur des expériences antérieures pour créer l'école, ou vous avez essayé de faire quelque chose qui n'existait pas juste avant? Je pense que le monde de l'éducation, on parle d'innovation pédagogique, mais apprendre, ça reste toujours la capacité à transmettre et à faire en sorte, eh bien, que ce soit, dans notre cas, rendu opérationnel. C'est pour ça qu'on a une école assez originale sur Genève et même sur la Suisse en général, puisque dans l'enseignement supérieur, ça existe très, très peu, mais on a mis en place un système de pédagogie duale où les étudiants sont à la fois en entreprise et à la fois, à l'école. Ce qui fait qu'on crée des ponts, en fait, entre théorie et mise en œuvre opérationnelle, ce qui toujours est quelque chose de valorisant dans le cadre de l'employabilité des jeunes. OK, et du coup, comment vous avez défini vos valeurs et missions, hein, pour l'école? Les valeurs et les missions, elles sont très civilisationnelles parce qu'on défend souvent les vertus qui nous animent depuis notre, plus jeune âge. Donc on essaye quand même d'être des âmes charitables. On essaye de croire en ce qu'on fait et puis surtout, on espère que tout cela va avoir une portée positive avec des impacts et c'est une des raisons pour lesquelles on est très axé sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, avec récemment une obtention, d'un label B Corp, ce qui est assez rare dans le monde de l'éducation. C'est vrai, donc une école axée, Bicorp, donc très axée sur le bien-être, et si vous deviez, justement définir votre école en une phrase, ça serait quoi? Alors comment est-ce qu'on pourrait, résumer l'école en une phrase? Je pense qu'on serait sur, une pédagogie, qui repose sur la justice, l'équité, la diversité et l'inclusion, mais une inclusion pas fanatique, vraiment une inclusion juste qui permet de faire en sorte que tout le monde a le droit au succès et à la réussite à partir du moment où il s'en donne les moyens Ouais, il manque la bienveillance. et la bienveillance. Si je devais rajouter 2 mots, je rajouterais, rigueur, tout de même, parce que, je pense que c'est hyper important et puis bienveillance, oui, certainement. Et est-ce qu'on pourrait aussi parler d'excellence? L'excellence, c'est quand même un terme qui est assez, c'est un peu un mot valise, j'ai envie de dire, hein. Parce que l'excellence, qu'est-ce que c'est en fait, l'excellence? Est-ce que c'est vis-à-vis des étudiants, de notre sélection? Est-ce que c'est vis-à-vis des enseignements, que l'on peut, dispenser? Des enseignants que l'on va mettre à disposition? Je pense oui qu'on est globalement dans un circuit, de quête de l'excellence, j'ai envie de vous dire. Ce qui est quand même le leitmotiv de notre, label qualité qui est celui de la European Foundation for Quality Management, de l'EFQM, qui est la quête de l'excellence. En 2 mots, je ne pense pas qu'aujourd'hui et je ne sais même pas quel établissement pourrait se prévaloir, d'être un établissement d'excellence. Par contre, tendre vers l'excellence, ça c'est certain, c'est notre quotidien. On s'est rencontrés dans le cadre, justement, de la mise en place de la pédagogie par compétences au sein de votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous parler, un petit peu plus de vos 12 compétences, 12 quarters et de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, aujourd'hui dans votre bachelor? Alors, très sincèrement, on est plutôt sur une culture RH à l'école et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à faire comprendre aux étudiants qu'on passait du système de notation au système de l'évaluation.
il y a une différence notoire, c'est que l'évaluation, c'est donner de la valeur à une personne. Nous, notre objectif, c'est de valider, on a un bachelor, en fait, qui est structuré en 12 quarters. Chaque quarter, il y a un projet avec une entreprise partenaire qui va nous amener donc un projet particulier à aborder avec, 12 thèmes différents et il y a 12 compétences clés derrière qui nécessitent d'être évaluées tout au long du cursus et c'est la raison pour laquelle on a fait appel également à Eduxim dans cette, logique-là. Ces 12 compétences, elles sont évaluées à la fin de chaque quarter et à la fin de chaque année, il y a un objectif et nous, comme on est en sciences de gestion, en sciences de management, notre métier étant justement de mesurer les écarts pour pouvoir les réduire, eh bien, on a un niveau attendu, un niveau que l'on constate et entre cette idéalité, cette réalité, notre job, c'est vraiment d'être capable d'avoir des leviers pour pouvoir diminuer ces espaces, ces écarts qui, en fait, sont des sources d'incompétence. Alors attention, quand je dis incompétence, ça ne veut pas dire incapable. Ça veut dire incompétence, c'est qu'il ne maîtrise pas la compétence qui est dans la cartographie des compétences. En fait, pourquoi on a fait appel à Eduxim, justement, dans le cadre de cette cartographie des compétences, c'est qu'à l'issue des 3 années, nos étudiants vont disposer d'un passeport de compétences qu'ils vont pouvoir présenter au chef d'entreprise en vue d'une embauche. Et donc, en fait, plutôt que de dire, bah voilà mes notes, ils pourront dire, voilà ce que je sais faire. Jusqu'à preuve du contraire, un chef d'entreprise, il achète plutôt du je sais faire qu'un 5 sur 6 en mathématiques, en statistiques ou en marketing. Ah, ça, c'est bien vrai, c'est ce qu'on constate de plus en plus hein, sur le passeport de compétences à la fin du cursus scolaire et il devient de plus en plus important ces dernières années. Vous avez remarqué une différence aussi du point de vue étudiant sur peut-être leur implication, leur concentration et avec ce système en quarters que vous avez mis en place? Je pense que le système de quarter, il est beaucoup plus engageant parce que chaque thème va permettre de décloisonner des enseignements, c'est-à-dire que vous ne venez plus tous les lundis matin de 8 heures à 10 heures en cours de marketing et ensuite vous avez sport et ensuite vous avez telle chose. On est plutôt sur une logique de dire, bien, grâce à cela, on va avoir du droit dans chacun des quarters et qui va aborder une des facettes justement de la problématique. La matière vient au service du quarter, vient donc au service du programme, plutôt que d'avoir un programme qui vous dit, bah voilà, vous avez tant d'heures de marketing pour telle chose, vous avez bordé telle chose, etc. Et qui fait en fait des formations en silo qui sont complètement incohérentes avec la vie de l'entreprise, puisque dans la vie de l'entreprise, tout est en interfaciabilité permanente. Donc les savoirs, ils sont tout de suite mis en application, enfin, ils sont utilisés directement en application au sein des quarters, plus Exactement. que de façon juste apprentissage purement académique. Par exemple, vous pouvez avoir un cours de droit. Si vous avez un cours de droit sur de la propriété intellectuelle à un moment, ou à de la loi de protection des données, la RGPD, etc., vous voyez bien que l'application du droit va être différente que si vous êtes sur le quarter sur les contraintes, où là, vous allez peut-être parler de droit social, vous allez parler d'autre chose, mais on reste quand même dans l'univers du droit et le droit peut avoir différentes approches. On peut l'avoir sous un prisme différent et qui va donner une valeur complètement décloisonnée. En fait, ce que je vous dis, c'est de sortir du silo pour pouvoir, s'exdussérer un petit peu, sortir du cadre. Super intéressant. Oui, puis l'implication des étudiants, elle passe également chaque quarter et se termine par une semaine de challenge week. Donc finalement sur le bachelor, il y a 12 challenge week. Donc c'est vrai que ça amène, voilà j'allais pas dire une compétition, mais en tout cas, une volonté de l'étudiant à pendant cette semaine à réussir et puis à être, oui, à être pas le meilleur, mais finalement à se challenger. Elle porte son nom, elle s'appelle Challenge Week, donc à se À se challenger, dépasser, peut-être. à se dépasser, voilà, c'est ça. Et puis il y a un certain rituel, on a des glossaires, enfin voilà, ils sont interrogés sur un certain nombre de choses, ce qui fait qu'à chaque nouvelle Challenge Week, ils nous disent: «Ah, il va y avoir l'épreuve du glossaire, il va y avoir» ça leur apporte, un certain rituel qui les challenge à chaque fois, en fait. Tu pourrais donner un exemple de ce qu'ils font durant la Challenge Week?
chaque Challenge Week est très est complètement différente des unes des autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous citer? Alors, il est arrivé qu'on s'appuie sur des entreprises, donc ils sont allés visiter l'entreprise juste sur cette Challenge Week et ils ont dû résoudre une problématique qui avait été mise en avant. Je pourrais vous en donner d'autres. Elles sont vraiment, vraiment très différentes les unes des autres. La première de cette année, et en fait pour les premières et deuxième années, on est parti du Prince de Machiavel. Et en fait, à partir de là, on leur a demandé voilà, de comprendre ce que voulait dire Machiavel et d'en faire tout simplement un rapport avec l'entreprise. Ça peut être ça. Ça peut être la dernière. Richard, tu vas m'aider. Je ne me souviens plus. Elle était. Alors en général, elle est à tiroir, c'est-à-dire qu'on commence sur quelque chose et puis on les amène petit à petit à avoir un rendu final. Donc elles peuvent vraiment prendre, ça peut être sur eux-mêmes. Enfin voilà, elle est en rapport de toute façon avec les thèmes des quarters. Ça peut être une réflexion sur soi-même, ça peut être amené à se faire une saute personnelle, ça peut être amené à se donner ses propres challenges. Enfin voilà, ça peut être un peu comme un coaching personnel. Ensuite, ça peut être du travail de groupe. Ça peut être, voilà, ça a plein d'exemples différents, en fait. Donc difficile de vous donner un exemple vraiment, de vous dire, voilà, comment ça se passe, parce qu'elles sont vraiment très différentes et d'une année sur l'autre, elles sont tout aussi différentes. Alors, sur la dernière, pour, rajouter, on a travaillé sur, les arts martiaux, c'est-à-dire comment on pouvait appliquer le judo et la stratégie, hein, puisqu'il y a des cours de judo et de jiu-jitsu tous les 15 jours. Donc, l'intérêt, c'était de réfléchir avec le responsable du sport de masse ici en Suisse, Alexis Landais. On a travaillé sur les liens et sur tout ce qui était principe d'entraide et de prospérité mutuelle, et cetera, qu'on retrouve dans les arts martiaux, dans le Bushido et en particulier dans le judo. Et on a eu aussi un travail, religieux, puisqu'on a abordé la question de l'écologie, la question de tout ce qui était durabilité, soutenabilité, au travers des textes sacrés, que ce soit des textes hébreux, chrétiens, musulmans, bouddhistes, et cetera. Et c'était assez intéressant parce que ça nous permet au passage aussi de sensibiliser les jeunes aux différents courants de pensée spirituels qui existent et ça, par définition, bien évidemment, ça les ouvre aussi en termes de culture générale, d'esprit critique et de discernement. Puisqu'ils ont aussi, et il faut le savoir, en termes de pédagogie, tout à l'heure, vous nous demandiez ce qu'il y avait de particulièrement innovant, c'est que, il y a des documentaires qui sont à faire régulièrement sur des micro-trottoirs ou des choses comme ça, sur un thème qui est un thème que nous abordons avec des enseignants-chercheurs venant quasiment de tout le monde, et le dernier étant la violence, hein. On a travaillé sur la violence en entreprise et est-ce que ce n'était pas le reflet de la société? On a fait un colloque sur le discernement, le prochain sera sur la solitude, il y a 2 ans, c'était sur la fragilité, donc on a travaillé sur des sujets qui sont très sociétaux, à fort impact et qui nous permettent également, eh bien, d'ouvrir nos étudiants à l'esprit critique, qui est quand même un des éléments, centraux de notre pédagogie. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas de format type pour ces semaines de challenge, mais qu'elles sont là pour justement mettre en application ce que vous avez vu durant le cours de ce quarter-là, et en plus amener une dimension, on va dire philosophique et une partie sur l'esprit critique dans l'application de ces cours-là. Oui, puis il y a la présentation aussi de leurs projets, puisqu'ils ont des projets, par exemple, là, il y a un projet sur, on a une revue, classée qui s'appelle Questions de management. Cette revue, elle a besoin d'une équipe projet, c'est une équipe de jeunes de chez nous qui la gère. Un autre sur un espace pour les DBA qui s'appelle DBA Agora. Il y a un autre groupe qui gère un voyage d'études l'an prochain en Malaisie, un autre sur les 10 ans de l'IMSG, un kit pour les jeunes qui rentrent, à l'école. Enfin, on on est sur des modes projets, on est sur des toujours dans cette logique de faire travailler les premières et les secondes années ensemble et là, les secondes années se rendent compte qu'ils ont pris un sacré coup de vieux par rapport aux premières années et puis les premières années sont là aussi pour leur apporter quelque chose, en termes de dextérité peut-être sur les réseaux, sur autre chose. Donc il y a vraiment ces partages, ces échanges qui sont faits. En fait, ce qu'on vit tous les jours, dans la vraie vie et l'école, ce n'est qu'un entraînement à la vraie vie, c'est un travail d'aguerrissement. Tout à l'heure, vous parliez de la place de l'entreprise, enfin, au sein des quarters, qui avait une part d'entreprise. Elle se formalise de quelle manière, pour être un peu plus précis? C'est avec de l'alternance ou c'est plutôt des stages ou juste des relations et des contacts
enfin, pour aller créer des projets en collaboration avec une entreprise? Alors les 2, C'est en fait, les 2 puisque le projet de l'école effectivement il repose sur le système dual. Donc ça veut dire que nos étudiants dès la première année sont, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école. Première et deuxième année, à partir de la troisième année, c'est 70 du temps en entreprise et mais également ce système en quarter, chaque quarter, nous avons des partenariats avec des entreprises. C'est un peu comme si, une entreprise avait la responsabilité, en fait, d'un quarter sur un thème qui correspond, en fait, à la problématique qu'ils veulent, soumettre à nos étudiants et donc on a une entreprise qui accompagne chaque quarter, qui nous donne une problématique et qui justement pendant la challenge week, il y a un temps qui est prévu pour justement l'évaluation des projets, qui a été fait tout au long du quart. Donc voilà, une problématique qui dépend. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui jouent avec nous, j'allais dire, si on peut dire ça comme ça, mais qui viennent proposer à nos étudiants des projets très concrets. Ce qui permet effectivement, encore une fois, d'être, finalement dans ce que Richard a expliqué au départ, c'est-à-dire de réduire le plus possible, en fait, le gap entre les études et le monde professionnel, justement en pouvant mettre nos étudiants en situation concrète. Mais quand je dis concrète, c'est vraiment grâce à des projets soumis par des entreprises de la place genevoise et qui viennent effectivement rencontrer nos étudiants, tout au long du quarter. Sachant qu'on a une pédagogie qui est très inductive, hein, on part beaucoup du terrain avec des questions qu'on pose. Par exemple, ça peut être sur un article. Si vous voulez travailler sur les risques psychosociaux, on va donner certainement un bilan moral d'une entreprise en disant, ben voilà, on a eu tant de suicides cette année dans cette entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Et chacun peut aller poser sa propre problématique, poser ses hypothèses et après à eux de les démontrer. C'est ce qu'on appelle le PBL, hein, le Problem Based Learning. On part toujours du terrain avec une observation, hein, clinique, c'est le cas de le dire, hypothèse et puis après on va faire de la collecte de données qu'on va interpréter et c'est ensuite la discussion qui donnera, eh bien, le ton et le teint, quelque part de la démonstration qui sera faite. Mais l'idée, c'est vraiment de les habituer à être orientés solution, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation, de se dire: «Quel est le problème?» Qu'il soit positif ou négatif, hein et derrière, quelles sont les hypothèses que je pose? Quelles sont les connaissances que je peux, rassembler pour pouvoir répondre à cette question? Toujours dans une logique d'amélioration. C'est vraiment, pour ça que chaque fois qu'on a par exemple un colloque, du grand théâtre ou des choses comme ça, on demande de faire des rétex, hein. C'est un terme très militaire, mais c'est le retour d'expérience en disant: «Qu'est-ce qui vous a semblé surprenant? Quel est votre arbre des causes ou d'Ishikawa que vous allez mettre en place par rapport à ça? Quels sont pour vous les éléments qu'il faudrait améliorer et vous, quelle est votre position par rapport à tout cela?» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rend, professionnel. Ça professionnalise complètement dans l'approche qu'on peut avoir des vraies problématiques, qu'on trouve dans l'entreprise. Attention, j'aime à dire que l'université a son job, c'est celui de former, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des curés, des pasteurs, des avocats et cetera et des profs. Si on veut faire du business, c'est dans une business school. Une business school, on doit acquérir des réflexes, des comportements professionnels qui vous permettent de faire face rapidement parce que nous, c'est le temps qui joue contre nous. Attendre, ça peut être dramatique quand il y a de l'humain au milieu de tout ça. C'est avant tout de développer chez nos étudiants un esprit critique et l'esprit critique, on peut l'avoir si effectivement on sait analyser finalement et donc le but c'est ça, c'est ce que vient de dire Richard, c'est que demain en entreprise, quelle que soit la problématique, à laquelle, sera soumis l'étudiant, bah, c'est que en fait, il ait un schéma de pensée ou tout du moins une façon de réfléchir qui lui permettra de faire face et puis, bah, de trouver une solution, de savoir prendre une décision, ce qu'on demande à chaque collaborateur en entreprise finalement. D'ailleurs, en parlant d'esprit critique, c'est quoi les méthodes que vous utilisez pour cultiver l'esprit critique de vos étudiants? Les méthodes, je ne sais pas s'il y a une méthode, en tout cas, je pense que l'esprit critique pour moi avant tout, quand on parle d'esprit critique, donc finalement on pourrait dire critiquer, quelque chose, on peut se permettre de critiquer quelque chose, critiquer ça ne veut pas dire positif ou négatif, hein, mais c'est tout de moins apporter un avis sur quelque chose
parce que on a réussi à comprendre quelle était la problématique et son environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est que pour pouvoir avoir un esprit critique, il faut surtout s'élever et avoir une vision un peu globale du sujet sur lequel on a envie de s'exprimer. Et ça, c'est effectivement, eh bien, leur faire comprendre que une situation à un instant T, un endroit, il va dépendre de beaucoup de facteurs environnants et c'est en comprenant tout cet environnement que l'on va pouvoir, à un moment donné, certainement comprendre la situation et à partir de ce moment-là, on pourra s'exprimer sur la problématique, sur le sujet et effectivement avoir un esprit critique. C'est-à-dire se permettre de pouvoir, oui, prendre position pour c'est aussi faire preuve de discernement. Ça a été un de nos colloques très dernièrement. C'était effectivement de se dire: «Mais voilà, moi, en tant qu'étudiant aujourd'hui, j'ai pléthore d'informations qui arrivent, souvent en push, qui arrivent de partout. Il y a beaucoup de fake news aujourd'hui et donc c'est de se dire: "Mais à quel moment, bah, je vais en tenir compte? À quel moment j'en tiens pas compte? À quel moment ça va m'aider à comprendre, en fait, finalement la situation dans laquelle je suis?" Et c'est à partir du moment où on a réussi à analyser tout ça, donc c'est aussi avant tout à les apprendre avant d'avoir un esprit critique, c'est apprendre à analyser la situation et à partir de là, on pourra effectivement avoir un esprit critique. OK. Oui, et puis je pense que l'esprit critique, on l'acquiert par une chose essentielle, c'est la culture G. Si on n'a pas de culture générale, si on n'est pas capable de faire des liens entre la géopolitique, la religion, l'économie et cetera, aujourd'hui, on ne peut plus vivre et malheureusement, trop d'informations, comme le disait Rosine, sont aujourd'hui filtrées, mais filtrées parce qu'on n'a pas envie que soit que vous ayez, accès à cette information, soit, parce qu'on estime que compte tenu de votre profil, ça ne vous intéresse pas et cetera. Je pense que dans ce cadre-là, eh bien, ça doit jouer. 2e chose qui est importante dans l'esprit critique, c'est la curiosité. Je pense que si on n'est pas curieux, si on ne fait pas preuve d'audace, eh bien, dans ce cadre-là, on ne peut pas être critique. Derrière, il faut rajouter là-dessus une méthodologie. Le PBL est complètement un travail de critique, hein, et rajoutant, comme le disait Rosine, un peu de discernement, de l'ouverture d'esprit, de l'écoute, beaucoup d'écoute et puis après du jeu théâtral parce qu'il y a toute la rhétorique qui va rentrer en jeu et cetera. Ben, à partir de ce moment-là, on a réussi à faire quelque chose et c'est pour ça que les programmes sont organisés sur 3 ans justement pour petit à petit monter par paliers, valider et cetera. Et l'esprit critique, c'est quelque chose qu'on devrait acquérir, beaucoup plus jeune, parce que c'est à la maternelle qu'on a les plus gros innovants et les plus gros critiques. C'est vrai, Bien vrai c'est ça. vrai. Et c'est quelque chose qui est quand même assez, compliqué à évaluer, cet esprit critique, sans tomber dans justement tout à l'heure tu as parlé de culture G, sans aller vraiment purement dans de l'évaluation de connaissances, parce qu'on est dans quelque chose qui touche un petit peu au subjectif, au personnel. Vous avez des méthodes pour justement déterminer, une évaluation qui peut être objective et qualitative, quantitative de cet esprit critique? Il y a beaucoup de travaux oraux. En fait, l'IA est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous ramener à ce qu'est réellement, le rôle de l'oralité. C'est-à-dire vérifier que c'est bien vous qui avez écrit. Aujourd'hui, c'est surprenant. Il y a eu un bond technologique. Je pense que les profs du secondaire sont merveilleux parce qu'il y a plus une seule faute d'orthographe dans les copies et cetera. Heu, Par contre, ce qui est surprenant, c'est que maintenant, quand il faut, faire une présentation, tout le monde a son ordi ou son attel devant lui avec le texte. Donc nous, maintenant, on interdit les ordis et les téléphones portables et on leur dit: «Bah, écoutez, puisque c'est vous qui l'avez écrit, vous l'avez vécu, vous l'incarnez, donc vous allez l'incarner devant nous» et donc ça nécessite un gros travail aussi et je m'en rends compte de plus en plus, c'est que, on a de moins en moins de mémoire, les jeunes retiennent de moins en moins parce qu'en fait, tout arrive, comme le disait tout à l'heure, le disait Rosine, en push ou alors est disponible. Sauf que le leitmotiv, que je leur tiens, en permanence, c'est quoi? C'est demain, il y a une coupure, d'électricité ou quoi que ce soit, vous faites quoi? Si vous n'avez pas la réflexion et tout le schéma de pensée et c'est pour ça que moi j'aime appeler mon cours culture d'ouverture et schéma de pensée, parce qu'il faut avoir ce schéma de pensée derrière soi. C'est-à-dire être curieux et tant qu'on se pose la question du pourquoi, c'est que le sujet n'est pas épuisé et qu'il mérite encore, discussion.
On passe beaucoup de temps à discuter avec nos étudiants, même dans les couloirs. Alors dire: «Tiens, là, vous voyez, aujourd'hui, il y a telle chose, ça veut dire telle chose, c'est tel lien avec telle chose. Est-ce que vous avez remarqué que ce logo, il y avait tel symbole là-dedans?» On travaille beaucoup sur la symbolique, on travaille beaucoup sur tous ces éléments qui sont des éléments constitutifs de notre société. Et on aime beaucoup les débats. Justement, pour l'esprit critique, c'est de mettre nos étudiants en groupe et puis débattre sur une problématique, qu'elle soit d'entreprise ou qu'elle soit, on va dire, d'ordre plus culture générale, et puis les mettre effectivement pour, contre, tout simplement comme un débat. Et ça permet, voilà, ça permet de savoir, ça permet d'évaluer et puis de les mettre justement en position et surtout d'aller chercher d'aller chercher un argumentaire. C'est-à-dire il y a forcément, donc c'est vraiment d'aller chercher l'information pour, oui, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'effectivement les étudiants puissent aller, se questionner. En fait, il faut qu'ils quand on travaille sur un sujet, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la matière abordée, eh bien, l'important, c'est qu'ils puissent par eux-mêmes, au moins, aller chercher l'information. Et puis, l'esprit critique, vous l'avez le temps qu'il y a du doute, finalement. Parce qu'à partir du moment où vous ne doutez plus, pas d'esprit critique, vous devenez dogmatique. Donc, en fait, le but, c'est justement de les faire réfléchir sur des sujets pour qu'ils puissent se dire, bah, tiens, je pensais ça, mais finalement, en allant chercher, ce que je pense, c'est pas forcément la vérité, ou il y a certainement d'autres vérités. Et en fait, tout ça, c'est critiquer, c'est cultiver le doute aussi chez l'étudiant. Parce que douter, ça veut dire se poser des questions, et tant qu'on se pose des questions, eh bien, on va chercher. Et tant qu'on va chercher, eh bien, on continue à avancer sur le sujet. Et à progresser, du coup. Du coup, à progresser, effectivement, oui, oui, tout à fait. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas son idée et qu'on peut ne pas avoir un avis, mais c'est aussi se dire: «Mais oui, mais attention, mon avis, oui, mais il peut y avoir d'autres, déjà, il y a d'autres avis», c'est de les prendre en compte. Et puis, c'est ce qui se passe dans un débat. On n'amènera pas forcément à l'autre, enfin, celui qui est en face de nous, on le ralliera pas forcément à notre cause, mais à un moment donné, au moins, on peut prendre en compte, et ça peut amener justement à réfléchir encore plus sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de penser, et puis finalement sur l'idée qu'on s'en fera. Ouais, super intéressant. Un autre travail, c'est le travail sur eux. On a comme mis en place un système d'accompagnement aussi des jeunes, où ils ont un coach, qui va les accompagner sur la performance. Bah, justement, Alexis Landais dont on parlait, qui les a fait travailler sur un certain nombre de choses. Moi, dans mes cours, par exemple, on travaille beaucoup ici sur les ombres, hein, de Jung, et cetera. C'est d'être capable d'aller chercher soi-même ses propres ombres pour pouvoir en sortir. Parce qu'on a tous des névroses, et si on peut les aider aussi à gérer leurs névroses, et cette jeune génération, elle en a aussi, et des différentes, donc on se doit aussi de les accompagner dans ce cadre-là. Et quoi de mieux que d'avoir des collaborateurs équilibrés quand ils arrivent en entreprise? Ça fait aussi partie de nos travaux. On vient de recruter une jeune personne, justement, dans le service commercial, qui aussi, travaille beaucoup sur tous les aspects psycho, et qui va mettre en place, un système aussi pour suivre les étudiants. Après chaque quarter, on les reçoit, tous les 2 quarters, pardon, on les reçoit, individuellement pour savoir, comment ils ressentent les choses, nous, la manière dont on les sent. Parce qu'en fait, on a beau être bienveillant, mais on reste juste. C'est-à-dire que si ça ne va pas, on le dit, mais on le dit dans une logique de comment est-ce qu'on peut améliorer? Parce qu'en fait, à un moment, de toute manière, couperait ton bras, et autant s'entraîner quand on est dans une situation où on a le droit à l'erreur encore, c'est-à-dire à l'école. L'école, moi, j'aurais rêvé d'appeler l'école de l'erreur, mais comme je dis souvent, c'est pas très vendeur. Mais globalement, tout ce qu'on fait en entreprise, toutes les hypothèses qu'on va poser en entreprise, vaut mieux qu'elles soient déjà, testées avant à l'école. Et c'est ça notre rôle aussi, c'est de leur permettre de se brûler un peu les ailes, en sachant que là, elles vont repousser à l'école. Par contre, dans la vraie vie, ça s'appelle licenciement, ça s'appelle mise à pied, ça s'appelle, un certain nombre de choses, et là, on rigole beaucoup moins, quoi. Le système scolaire aujourd'hui a tendance à ne pas faire, c'est de laisser le droit à l'erreur aux étudiants dans leur apprentissage. Tout de suite, ils sont notés, ils sont évalués. Il y a une espèce d'effet irrémédiable à la note et à l'évaluation aujourd'hui. Justement, retrouver ce droit à l'erreur pour progresser et mettre l'évaluation dans un sens d'une évaluation formative, quoi, et pas simplement sommative, qui me paraît important pour améliorer l'apprentissage.
Oui, en sachant que en fait, c'est irréversible, mais d'un autre côté, on laisse tout faire aujourd'hui. Donc, il y a un moment, il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut être aligné avec ses valeurs et c'est pas un terme marketing que j'emploie. Moi, c'est assez contraignant, je trouve, par moment aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, de vouloir être rigoureux, de vouloir être à l'heure, de vouloir faire telle chose et cetera, mais il faut rien lâcher et je pense que ceux qui demain, de toute manière, tout à l'heure, on parlait d'esprit critique, ceux qui s'en sortiront parce qu'il va y avoir une fracture numérique qui va être monstrueuse, qui est en train de se creuser. C'est ceux qui seront capables de réfléchir par eux-mêmes, en eux-mêmes, qui vont gagner la manche, et qui seront dans des postures de transmission, des postures de continuation et cetera. Heu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une telle, rigidité sur les systèmes qui ne sont absolument pas agiles. Or, on a des mondes qui sont en train de se liquéfier de l'autre côté et donc en fait, ça veut dire que personne ne respecte la règle. Donc autant avoir des règles, sur lesquelles on va s'engager et on va arriver à tenir, que d'essayer de faire des promesses qu'on ne tiendra pas. C'est Oui, clair. puis le droit à l'erreur, en fait, je te rejoins, Gauthier. En fait, finalement, c'est vrai que aujourd'hui, il y a un système parfois éducatif qui, effectivement, on veut forcément bah, déjà, on veut mettre parfois tout le monde un petit peu sur les mêmes rails. Et, et ce droit à l'erreur, au contraire, nous, à l'école, on leur dit, mais justement, vous êtes à l'école, c'est en ce moment qu'il faut tester, qu'il faut essayer, qu'il faut... Si vous devez vous tromper, c'est maintenant, finalement. Et comment on arrive dans le monde professionnel justement à... Alors je dis pas qu'on se trompera pas, parce que quel que soit notre âge, on peut continuer à se tromper, mais mais si on n'a jamais été confronté justement à faire des choix, encore une fois, à, à, à se mettre en position de décision ou de challenge, bah finalement, le jour où on est en entreprise, c'est effectivement, ça devient problématique. Et si on n'a justement pas été aguerri à l'erreur, eh bien, quelqu'un qui se trompe pour la première fois, ça peut vite être très déstabilisant. Donc, autant le faire, autant essayer, voilà, pendant qu'on est à l'école, parce que finalement, on le fait dans un environnement qui est encore très bienveillant, qui vous permet justement aussi de vous poser ces questions. Et je pense que c'est une partie de l'apprentissage aujourd'hui. C'est important de pouvoir se tromper finalement. Et quel est le rapport des étudiants avec justement avec ce droit à l'erreur? Nous, je sais ce qu'on constate avec nos étudiants, c'est qu'ils détestent se tromper et ils ne veulent pas se tromper. Et des fois, ils peuvent passer des jours à réfléchir à des décisions qui plutôt que se tromper, comme on dit, faut décider vite pour se tromper vite et puis après recommencer. Et nous, ils vont procrastiner, attendre, essayer de trouver la meilleure solution, trouver la solution pour pas se tromper, essayer d'éviter cette erreur-là. Est-ce que vous constatez ça aussi ou vous avez des étudiants qui sont justement plus, on va dire, aventureux, ils vont pas avoir peur de se tromper? Tu n'as pas peur de te tromper quand on te dit pas: «Si tu te trompes, on te tue», quoi. Tu vois, c'est Ça toujours aide. ça l'idée. Or, notre système, notre carcan judéo-chrétien, là, il faut faire les choses bien dans les temps, et cetera, et après on passe à autre chose. Moi, je fonctionne pas comme ça, en fait. Moi, je fonctionne avec 10 ou 15 projets à la fois et on me dit: «Oui, mais tu es éparpillé». Je suis pas du tout éparpillé. C'est que sur 15, j'ai plus de chances qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient capables de voir le jour que celui qui va être monoproduit ou monoprojet et qui risque de se planter sur son projet. Après, moi, je ne critique pas, hein. C'est des modes de fonctionnement qui sont comme ça. D'accord? Maintenant, j'ai toujours prôné le fait que l'erreur, on devait l'intégrer dans le bilan d'une entreprise. Une entreprise qui est capable de travailler sur ses erreurs, de rebondir derrière des erreurs, c'est-à-dire de développer des capacités de résilience, et cetera. Je trouve que c'est un actif immatériel qui est fabuleux pour une entreprise. Et non, nous, on ne peut pas se tromper. Il y a l'opération parapluie, vous savez? Dès qu'il y a un problème, boum, c'est pas moi, c'est l'autre. D'accord? Parce qu'on est éduqué dans ce système-là. Mais de ne pas vouloir se tromper, on se trompe. Parce que toutes les grandes inventions, elles sont nées d'erreurs pour ceux qui ne se trompent jamais. La tarte tatin, elle est née d'une erreur. Et pourtant, Dieu sait si c'est bon. C'est sûr. Donc, faut arrêter. Il faut faire la différence entre l'erreur et la faute. L'erreur, on a le droit de se tromper. La faute, c'est une répétition d'erreurs où on n'a pas fait attention, on n'a pas pris en compte les éléments, et cetera. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, on amène tout de suite une action corrective. C'est-à-dire que si on veut que le service promis, ben, il soit délivré, on doit amener une solution. Et donc, ça amène à la rapidité dans la réflexion, dans des réflexes, d'avoir des plans B, et cetera. D'où la nécessité d'avoir des KPIs. Je n'ai pas rempli mes KPIs, comment les choses se font? Comment je fais face?
très bonne devise, comment je fais face, dans un premier temps. Et après, l'idée, c'est de ne pas reproduire l'erreur, parce que là, ça devient une faute. Donc là, on va mettre des mesures correctives et on va améliorer son système de management de manière à pouvoir, eh bien, c'est ça, tendre vers l'excellence. Et c'est un système qu'on retrouve chez Kaizen, dans le système Kaizen, dans le Total Quality Management, etc. Et en fait, on travaille là-dessus. L'école est construite sur ce type de modèle. Et alors, quand vous nous dites comment est-ce que les élèves ou les étudiants le vivent, eh bien, il faut considérer que l'école, ou moins l'IMG, c'est un rite de passage. C'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire ces préconstruits pour pouvoir reconstruire quelque chose. C'est-à-dire abandonner un petit peu à l'entrée là de l'école tous ces vieux préjugés, etc. Quand je dis abandonner, ce n'est pas les oublier ou les effacer, c'est les garder et les revisiter d'une manière différente. Et je me rends compte que les étudiants de première année, ils ont énormément de mal, comme par exemple quand ils arrivent sur un cours comme le mien, où il n'y a pas de PowerPoint, etc. Et de toute manière, je vais adapter le cours en fonction du sens qui va être donné par les étudiants et tout en sachant où je les amène. Mais il n'y a pas la structure de telle heure à telle heure, on va faire ci, de telle chose, telle chose, telle chose, qui est complètement insupportable pour moi parce que ça tue la discussion. Par contre, je sais très bien là où je veux les amener, comment je veux les amener et quel est derrière le niveau de compétence auquel je veux les amener et le niveau de connaissance également. Donc, ce qui demande un travail de remise en question permanente aussi pour le prof. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont durs à gérer. Trouver des bons profs qui partagent cette vision de l'éducation, c'est pas tous les jours facile non plus. Donc ça, c'est la première des choses. Mais il est vrai que à partir du moment où on a déconstruit ces préconstruits, on laisse ces préjugés de côté, où on se rend compte que bah tiens, on est peut-être musulman, mais à côté le chrétien, il fait le carême, alors que ah mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot carême? Ah quarantaine, pourquoi quarantaine? Ah 40 jours. Ah mais quand le démon. Et vous appelez comment? Comment vous l'appelez le diable? Ah, vous, c'est Lucifer, l'ange de la lumière. Nous, c'est Satan parce que Chétan, etc. Et là, on relie. En fait, l'idée, c'est de relier les gens et non pas les diviser. Relier les intelligences. Et quand on a réussi à faire ça, bah, quelque part, on a réussi à répondre à un des éléments essentiels de l'éducation, c'est-à-dire de faire des êtres sociaux qui arrivent à vivre les uns avec les autres Et et à de vivre travailler ensemble les uns avec les autres, et à oui. être responsables. Demain, en entreprise, effectivement, il faudra réussir souvent, vous savez, quand on fait travailler les étudiants en groupe, parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travail à l'oral, mais beaucoup de travaux de groupe, donc de préparation en groupe, forcément. Et on essaie bien sûr alors des fois on laisse former les groupes, puis ensuite des fois on laisse Teams faire les groupes. Donc, mais ils se retrouvent pas forcément avec les gens avec lesquels ils ont envie de travailler. Mais ce qu'on leur dit en fait, c'est mais demain en entreprise, ça sera pas forcément que vos potes avec qui vous allez travailler. Il va falloir apprendre à travailler avec des gens complètement différents, qui travailleront certainement pas comme vous. Vous aurez certainement des passagers gratuits, donc c'est-à-dire des gens qui vont venir se mettre à travailler avec vous et qui essaieront de tirer les lauriers à eux. Mais ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de l'école, de leur apprendre que, bah voilà, on doit s'entourer des autres, on doit les comprendre. Ça veut pas dire qu'on pense forcément comme eux, mais en tout cas, on doit pouvoir travailler avec eux et puis on doit pouvoir sortir une solution, faire quelque chose ensemble. Une façon de voir de notre école, effectivement. Oui, et puis c'est aussi d'être capable de redéfinir les solidarités d'une manière différente, et ce que dit Rosine est tout à fait vrai. Dans l'entreprise, on n'a pas toujours envie de bosser avec les gens avec qui on est. Mais il y a un moment, il faut faire des concessions, il y a un moment, il faut faire de la médiation et on se rend compte qu'en fait, notre meilleur ennemi, ça peut être aussi la personne avec qui on va faire des choses merveilleuses et d'être capable de séparer, hein, c'est vraiment le principe du discernement et du doute, hein, d'être capable de se dire à un moment: «Mais après tout, cette personne, heu, OK, de premier abord, je ne l'aime pas. Peut-être qu'elle me fait penser à quelqu'un, et cetera. Mais si j'allais creuser un petit peu, si j'allais être curieux, toujours cette notion de curiosité, hein, essayer d'aller comprendre qui elle est, pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce que moi je peux lui apporter, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter?» Mais c'est ça, c'est le fait qu'on est des animaux grégaires. C'est ça aussi. On a besoin de vivre les uns avec les autres. Si on choisit le thème de la solitude pour le prochain colloque, c'est pas innocent. Qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'avoir des millions de copains parce que tout le monde est sur Insta, sur Snap, machin, et cetera. En fait, tout le monde est seul. J'ai Ouais. l'impression que vous êtes en train de pleurer, les gars, là. Non, Pas on du tout. écoute, on écoute. Mais ça fait une super passerelle, finalement, entre, en effet, la, l'éducation depuis l'enfance, où justement, l'aspect grégaire, comme tu disais, ben, on consolide nos relations, en tant qu'enfant à se faire des affinités. Et donc, on consolide tous nos cercles
proches, par affinité et la transition, finalement, le monde du travail, comme vous l'avez dit, les 2, on ne travaille pas forcément avec des personnes en affinité, avec des affinités donc sans cette transition que vous menez, enfin en prenant soin de faire des équipes un petit peu aléatoires ou voilà, désordonnées et pas que par affinité, c'est vrai que l'arrivée dans l'entreprise, elle peut être brutale pour certaines C'est clair, personnes. c'est clair. Et je pense que vraiment, nous, on est un peu un sas de transformation, j'allais dire. Là, je viens de les faire travailler sur If, vous savez, le poème de Kipling, et tu seras un homme, mon fils, etc. Si tu sais voir détruire l'œuvre de ta vie et la reconstruire sans un mot, etc., etc. Euh, c'est assez fou parce que on a en face de nous des générations qui ne souffrent pas la frustration, ils n'aiment pas être frustrés, etc., parce qu'ils n'ont pas été habitués à ce genre de choses. Et en fait, je pense que l'éducation, enfin les éducateurs que nous sommes, avons fait une grosse erreur, une grossière erreur même, c'est de penser qu'il fallait leur laisser faire ce qu'ils voulaient. Or, moi, en 2006, je fais ma thèse sur la notion du cadre. Et je me rends compte aujourd'hui que c'était tellement d'actualité et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes qu'on a en face de nous nous demandent du cadre. Pourquoi? Parce que le cadre, eh bien, il faut pouvoir être poussé aux limites du cadre ou en être sorti. C'est le principe de exducere, de sortir du cadre. Exducere qui a donné le mot éducation, c'est pousser un individu aux limites du cadre, voire le sortir du cadre. Mais si vous n'avez pas de cadre, eh bien, vous ne pouvez pas exducere quelqu'un. On ne peut pas éduquer quelqu'un s'il n'y a pas de cadre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À vouloir faire semblant que tout va bien, que tout est merveilleux, etc. Sauf qu'à un moment, vous êtes rattrapé par la patrouille. Eh bien, on fait des hommes et des femmes qui ne sont pas libres et qui sont tributaires d'un système, qui sont en permanence surveillés, parce qu'en fait, quand vous les écoutez, ils vous le disent. En fait, on est surveillé en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est telle chose, on fait attention à ce qu'on dit, machin. C'est quand même un monde qui est très compliqué pour eux. Et surtout que ça va vite. La notion du temps et de l'espace-temps, on en parlait, hein, solitude, espace-temps, tout ça, c'est lié. Eh bien, aujourd'hui, je pense que nous, on a un rôle, je ne vais pas dire de thérapeute, mais on a un rôle d'accompagnement, hein. Accompagner, je vous rappelle, c'est faire une partie de chemin avec quelqu'un et je crois qu'on les tient pour la dernière fois par la main et on les lâche. Parce que, sinon, comme tu viens de le dire, Thomas, c'est brutal. T'imagines, tu quittes ta mère quasiment et tu te retrouves en entreprise. Personne n'est préparé à ça. Avant, on avait d'autres parcours initiatiques. Il y avait en France voisine le service national, il y avait telle chose, etc. Donc on était isolés, on vivait en groupe, et comme des phénomènes d'internat et tout. Aujourd'hui, on a une perte. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce regain vers les religions aujourd'hui. Et là aussi, il faut faire attention aux dérives sectaires. On donne des cours aujourd'hui, nous, sur les dérives sectaires en entreprise, etc. Parce que il y a une quête de spiritualité, une quête de sens que nous devrions donner, nous, les parents. Je voulais monter une école des parents aussi, mais bon, là, à mon avis, je me serais mis tout le monde à dos. Mais globalement, c'est quelque chose qui est important. C'est qu'on a un rôle d'encadrement. Encadrer, c'est mettre un cadre. Et ça ne veut pas dire enfermer les gens dedans. C'est-à-dire leur donner l'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais il faut ce cadre. Et puis, Et les cadres, c'est quelque chose de rassurant aussi, enfin aussi de savoir, où sont les limites, comme tu l'as dit, pour, pouvoir s'en approcher, les dépasser si c'est quelque chose qu'on souhaite faire ou simplement, savoir, ce qui est possible de faire. Si on t'a dit pendant 25 ans que ça, tu ne mets pas les mains dessus parce que c'est chaud, eh ben, à 26 ans, tu vas te brûler sur une plaque chauffante. Sauf que tout le monde quasiment ici, autour de la table, s'est brûlé une fois sur une plaque chauffante et parce que quand tu mets les doigts dessus, que tu te rends compte que ça fait mal, alors soit tu es maso et tu continues l'aventure, mais ça c'est une autre déviance. Mais si tu mets la main dessus, tu as un arc réflexe qui fait: «On met plus». Bah, nous, on est là pour développer des arcs réflexes, voilà. Tu as ça, bon, attention et développer l'intuition. Parce que plus on va travailler sur le discernement, sur le doute, sur l'observation des signaux faibles, etc., plus on va développer, pour moi, quelque chose qui est la quintessence du manager, c'est-à-dire l'intuition. J'ai une intime conviction, j'ai une intuition que là, on peut y aller. Tout à l'heure, on parlait de décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Gauthier, tu l'as très bien dit, il y a des décisions qu'on assume, c'est tout. Eh ben, pour les assumer, il faut être armé. Ben, nous, on fait un petit peu des officiers du civil. Voilà, c'est des officiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on donne des cours de commandement, beaucoup d'études de cas, beaucoup de choses comme ça pour développer ces arcs réflexes.
C'est exactement ce que je dis aux étudiants quand je les recrute. Je leur dis effectivement, si vous arrivez à l'IMSG, moi, mon but, ça va surtout être de vous apprendre à réfléchir et puis de, de vous amener à prendre la meilleure décision. Il y a pas, encore une fois, je le répète, il y a effectivement pas une bonne et une mauvaise décision. En fait, ça, c'est l'avenir qui vous dira si elle est bonne ou si elle était bonne ou si elle était mauvaise. L'important, c'est de savoir pourquoi vous l'avez prise. Et ça, vous ne pourrez le faire que si vraiment vous avez compris tout le contexte de votre décision et puis c'est de vous dire, ben, effectivement, tiens, si je vois que je pars dans la mauvaise voie ou si je me suis trompée, il faut savoir reconnaître effectivement parfois qu'on se trompe également. Eh bien, je fais machine arrière ou en tout cas, je fais un pas de côté et puis je vais apporter une solution, pour qu'effectivement, eh bien, ça devienne pas faute ou une erreur qui me coûte cher, en fait. C'est ça, là, principalement. Vous savez, l'erreur, on en parlait juste avant, elle est humaine, tout le monde, se trompe. Le but, déjà, c'est de quand on s'est trompé ou quand on a un genou à terre, c'est de pas le laisser et puis d'apprendre de son erreur. C'est surtout ça. C'est effectivement aujourd'hui, je pense que, à l'école, effectivement, c'est comme le disait Richard, c'est d'accompagner nos étudiants, en fait, finalement. C'est de les accompagner, sur un bout de chemin, en fait, comme tu le disais Thomas, c'est ce pont, en fait, entre ce qu'on vous a ce qu'on vous a appris. Enfin, moi, je pense que c'est le but d'une business school. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez évolué dans un milieu, éducatif depuis votre plus tendre enfance. Et puis là pour le coup, on vous a bien formaté la plupart du temps et puis, dans quelque temps, vous devez être de l'autre côté de la rive et vous devez être dans le monde professionnel. Sauf que les 2, quand vous regardez, ils ont vraiment rien à voir et le but, je pense et on en revient en fait à la première question qui était: «Pourquoi avez-vous créé cette école?» Bien, effectivement, de par notre expérience, peut-être tous les 2 en fait avec Richard, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on avait eu, d'un côté, tout un enseignement, puis de l'autre côté, on s'était retrouvé dans le milieu professionnel. Oui, mais entre les 2, on fait quoi? Eh bien, entre les 2, c'est ce qu'on a voulu monter, en fait, à l'IMG, c'est ce qu'on a voulu organiser. Dire c'est ce passage de pont là, entre les 2 et de continuer à accompagner les étudiants, pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y avait ce cadre, vraiment strict parfois dans lesquels on les a enfermés depuis tout petit avec, la note, tu dois être bon, tu dois faire ceci, tu dois réussir, tu dois oui, mais bon, tout le monde n'est pas identique, sinon, la race humaine ne serait pas ce qu'elle est, hein, chaque être est différent. Il y a du bon et voilà, donc on veut mettre tout le monde dans les mêmes cases et c'est pas possible. Il y aurait plein de cases, bah oui, c'est peut-être que ça fonctionnerait, mais là, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est essayer de leur montrer que, voilà, ce que tu as fait avant, OK, tu l'as fait, c'est très bien, il faut en tenir compte, mais que, si tu veux réussir à passer de l'autre côté, eh bien, il y a des choses et notamment une ouverture d'esprit. Je pense qu'effectivement à l'école, de par la culture G, de par tout ce qu'on met, en dehors, on va dire, de ces matières un peu plus académiques, hein, qu'on trouve dans toutes les business schools, puisqu'ils font de la culture G, on fait, du sport, on va au grand théâtre, on fait de l'art, enfin plein de choses, toutes ces mises en situation, elles ont pour but de leur montrer qu'effectivement, voilà, de les ouvrir quelque part, de passer ce pont et de les ouvrir à tout ce qui les attend de l'autre côté dans le monde professionnel, en fait. D'en faire des managers, responsables, c'est tout. Heu, il faut vraiment se mettre, dans la peau que et c'est pour ça que très souvent, ils nous disent: «Ouais, vous êtes très gentils avec nous». Je leur dis: «Attendez, c'est pas avec vous, c'est qu'on voudrait que ça soit, heu, ancré en vous, que vous vous souveniez le jour où vous serez en situation, eh bien, de renouveler, de réitérer ces mêmes actions». C'est un peu le don contre don, hein, de Mauss, hein. Toute la vie, elle est faite de don contre don. On donne, on reprend, on redonne et cetera et à un moment, quand on stoppe la chaîne du don, eh bien, on stoppe les solidarités et on stoppe l'humanité et nous, on veut vraiment et c'est pas du tout des paroles, en l'air, hein. On essaie c'est pour ça qu'on a des petits effectifs pour pouvoir suivre nos étudiants. On connaît même les parents. On invite les parents au colloque. Vous voyez, l'autre jour sur la violence, on a invité les parents pour qu'ils puissent échanger aussi avec nous sur la manière dont leurs enfants vivent la violence. On a un rôle sociétal, l'école, et c'est pas que l'engagement Bicorp qui nous fait ça. C'est qu'on a choisi Bicorp parce qu'on était déjà dans cet état d'esprit. Oui, puis avant tout aussi, je pense que, pour moi, une business school, elle doit vous rendre agile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est tellement grand, tellement large, tellement rapide. On parlait de temps tout à l'heure. On a tellement d'informations que
quelque part pour retrouver, j'allais dire pour retrouver son chemin parmi tout ça ou pour trouver en tout cas son chemin professionnel ou sa voie professionnelle, je pense qu'effectivement, eh bien, il faut savoir s'adapter un peu en permanence en fonction de tout cet environnement, de ces choses qui vont tellement vite. Bien effectivement, en permanence, bah, il faut se dire: «Tiens, ah bah oui, là, j'ai une opportunité, je la saisis». Puis finalement, cette opportunité, ben, elle s'arrête parce qu'on arrive dans un environnement, vous qui êtes dans la tech, enfin toi, Gauthier, enfin vous travaillez tous les 2 dans la tech, vous savez à quel point ça va vite et finalement, si vos étudiants que vous formez à ça, bah, s'arrêtent juste à ce que vous allez leur apprendre aujourd'hui, mais dans 5 ans, c'est fini. Ils sont sortis. S'ils arrivent pas, eux, à se remettre en question, s'ils arrivent pas à être curieux, s'ils arrivent pas à justement à utiliser tout ce qu'ils ont autour pour continuer justement, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas, à grandir et à progresser, je pense que c'est ça avant tout, c'est apprendre nos jeunes à savoir saisir les opportunités, à savoir, oui, à s'ouvrir au monde extérieur pour que à chaque fois que quelque chose va changer, eh bien, ils soient pas déstabilisés finalement. Ils soient pas déstabilisés et qu'au contraire, ils puissent se servir de ce changement comme, bah, je sais pas, comme un trampoline, comme un tremplin, comme quelque chose qui va leur permettre d'aller encore plus loin. Mais pour ça, il faut avoir été habitué à ces changements. Et c'est pour ça que nos étudiants, on essaie de les placer aussi, de les accompagner, oui, mais les accompagner, ça veut pas dire toujours aller dans leur sens ou toujours leur donner la voie de la facilité. Bien au contraire, faut que de temps en temps, dans le monde de l'école, ils aient des choses un petit peu plus. C'est pour ça qu'on les met en challenge, c'est pour ça qu'on les met en groupe. C'est pour ça qu'on les met avec des gens avec qui ils n'ont pas forcément envie de travailler. Parce que justement, s'ils arrivent à le faire ici au sein de l'école, eh ben, ils arriveront à le faire aussi demain dans le monde réel, dans le monde professionnel, voilà, dans le monde futur, tout simplement. Du coup, enfin, de ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est vraiment, enfin, ce qui ressort, j'ai l'impression, c'est que les étudiants, il faut qu'ils soient dynamiques, qu'ils restent dynamiques pour s'adapter à toute situation qui pourrait arriver de façon rapide et réfléchie, sans être hâtif. Et je me demandais parce que si c'était aussi pour ça qu'il y a une place importante du sport dans votre formation. Enfin, ça fait plusieurs fois que vous parlez depuis le début il y a une part de judo, jiu-jitsu, il me semble, tu as Oui, dit tout Richard à tout à fait. l'heure. Alors une part importante, je sais pas, en tout cas très régulièrement, c'est sûr. Et puis c'est pour les amener effectivement aussi à eux. Alors je pense que effectivement le sport est important. Je pense que même quand vous êtes leader manager, ben voilà, le fait d'être bien dans votre corps aussi, ça vous aide à, je pense, à être bien dans la tête. Et puis pourquoi le jujitsu? Parce que je pense qu'il y a des règles importantes au jujitsu et que on l'a fait même lors de team building. On peut très bien transposer ce qui se passe sur un tatami, finalement dans le monde professionnel, dans le monde du business. Et puis, bah, justement, ça amène, ça à réfléchir aussi. Oui, tout à fait, oui. Ça me paraît très important, au même titre que la culture générale, au même titre que l'art, au même titre, que l'art oratoire, tout à fait. C'est tous des enseignements. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important que les étudiants voient aient un panel, enfin, ils aient pu toucher à beaucoup de choses et je pense qu'une business school, elle est faite pour ça. C'est vraiment leur ouvrir tout un champ des possibles, sur plein de choses, leur faire découvrir aussi beaucoup de choses. On les même en team building, voilà, on leur permet de découvrir un certain nombre de choses. On les a emmenés faire du golf, on a fait de l'équipe management, enfin, voilà, c'est vraiment et tout ça, c'est dans le but de leur montrer que, bah, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a à côté. C'est bien d'être curieux, c'est bien de s'ouvrir au monde qui vous entoure, même si c'est pas votre monde parce que, bah, je pense qu'on voilà, de par nos valeurs, de par notre éducation, de par nos antécédents, nos expériences, bah, voilà, on vit un pas dans des mondes différents, mais on a chacun un petit peu on se forge notre monde, mais c'est bien d'aller voir et on en revient encore à ce cadre finalement, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a à l'extérieur et si on peut le faire, alors qu'on est dans le cadre de l'école et donc qu'on est accompagné finalement et que, bah, on on vous pousse à le faire et puis qu'on n'a pas à avoir peur de le faire, bah, je pense que c'est vraiment important. Ah, super intéressant. Merci beaucoup. On va conclure l'émission ici. Si on veut vous retrouver, vous contacter, on passe par votre site web. Oui, site web, ou par toi, Gauthier, puisque maintenant, tu es une star, donc les gens vont t'appeler, ils vont dire: «Quelle est cette école merveilleuse?»
et vous demandez Elisa, qui se fera un plaisir de vous répondre. Sinon, le site, hein, www.imsgeneva.ch, et on se fera un plaisir de vous répondre et puis de continuer cette discussion. Ça marche. On mettra le lien en description. Merci. Merci Mer- beaucoup. Merci Tout- beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de la pédagogie en mode terrain. Mettez un like sur la vidéo, partagez-la, ça nous aide à nous faire référencer et à nous faire connaître. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.